Je reviens sur la question d'empire. Qu'est-ce qui justifie qu'un empire s'étende, qu'il se constitue, qu'il englobe? Le piège dans lequel l'empire ne doit pas tomber, c'est de trouver des explications qui n'en sont pas. On est dans le domaine de l'histoire avec l'empire. L'empire est une structure juridique, sociologique, mais il est fonction de l'histoire. Si un empire s'étend plus ou moins, c'est parce qu'il en a les possibilités et parce qu'il y est arrivé, comme il aurait pu ne pas y arriver. Aucun empire n'a à un moment donné une certitude de l'emporter. Et s'il y a des frontières, c'est-à-dire s'il y a des limites à cet empire, elles sont liées aux aléas des victoires militaires ou des accords ou des traités. Donc c'est quelque chose de très pragmatique, un empire. Sauf qu'il doit y avoir un centre, un noyau, comme je l'ai dit, un élément masculin, mâle dominant, et autour des populations qui sont féminines ou qui sont féminisées par ce mâle dominant. Et on sait que dans le langage courant, on sait très bien qu'un homme peut se féminiser. Et souvent, les insultes qu'on envoie à un homme, c'est justement qu'il s'est féminisé. Quand on dit il s'est fait baiser, ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, donc un empire, il se développe à la mesure de ses moyens et au hasard des circonstances, par certains côtés. Par exemple, est-ce que Napoléon a été obligé d'envahir la Russie, etc. Ou est-ce que, bon, c'est constamment aléatoire. Bon. Mais il reste que donc, quand il se produit, il se produit. Il s'étend. Il englobe. Il n'englobe pas le monde entier, bien entendu, mais il englobe des pays différents, pas forcément d'ailleurs voisins. Dans le cas des expansions outre-mer que menaient à bien les pays européens du littoral ouest, ils ont pu aller construire leurs empires à des milliers de kilomètres. Son empire n'est pas uniquement le voisin. Alors que l'Allemagne et la Russie ont plutôt fonctionné par rapport à des voisins. Napoléon aussi d'ailleurs, même s'il y a eu la campagne d'Égypte. Bon. Et donc, l'Empire n'a pas à trouver de justification en disant voilà, par exemple, je veux créer un empire à l'échelle de l'Europe, à l'échelle d'un continent, c'est-à-dire à se référer à des réalités scientifiques plus ou moins avérées. Voilà, il y a le continent ceci, donc on. Et en même temps, il est vrai que par exemple la France, par rapport à l'Afrique, a quand même été à la hauteur, à la mesure du continent, mais pas totalement non plus. Tout comme l'Espagne a développé son empire à l'échelle de tout le continent sud-américain, et même de l'Amérique centrale, et même de ce qui était, et même de ce qui est devenu le sud des États-Unis, mais qui était au départ espagnol, tout comme la Californie. Donc voilà des grands empires, l'Espagne, la France, l'Angleterre, pour ne citer que ces trois-là. Sans parler éventuellement des Pays-Bas, qui ont aussi une vocation impériale puissante, mais qui n'ont pas su localement, géographiquement, au niveau européen, se constituer un ensemble suffisamment puissant. C'est assez bizarre, c'est comme ça. C'est pour ça qu'on ne parle pas des Pays-Bas de la même façon que l'Angleterre, la France et l'Espagne, qui ont quand même une métropole assez consistante. Mais enfin, ce sont les quatre grands. On peut aussi parler du Portugal, mais enfin, moins impressionnant. Voilà. Donc l'Europe, elle a une histoire coloniale forte, l'Europe de l'Ouest. L'Europe coloniale, donc impériale, donc masculine, donc voilà.
Et ces puissances ne sont pas contentées, ne sont pas affrontées, d'ailleurs spécialement au niveau européen. Elles ont aussi leurs propres conquêtes, et d'ailleurs elles se sont aussi affrontées à l'extérieur. La France a affronté l'Angleterre au Canada, en Inde, et même si on veut en Afrique, quelque part, avec l'affaire Fashoda, etc. Donc, voilà, ce sont des empires qui se sont constitués au fur et à mesure de leurs avancées, et sur une durée beaucoup plus grande que l'ont fait l'Italie et l'Allemagne, qui sont des empires de très courte durée. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a permis à l'Allemagne, donc quelques années, et à l'Italie de se développer, et puis même les prémices avec la conquête italienne de la Libye, de l'Abyssinie, de l'Érythrée, sous Mussolini. C'est très, très factuel. Par ailleurs, les empires occidentaux dont j'ai parlé ont laissé des traces linguistiques fortes. À ma connaissance, on ne parle pas italien et allemand dans les colonies, pas très peu. Alors qu'on parle anglais, allemand, espagnol, les anciennes colonies, et même néerlandais, à petit niveau, puisqu'on en parle également en néerlandais en Afrique du Sud. Enfin, on voit bien que sur le plan linguistique, les Pays-Bas n'ont pas laissé la même empreinte que les trois autres langues. Et puis, alors là, le français a laissé une empreinte d'autant plus grande qu'il a également colonisé la langue anglaise. Pas forcément en voulant la coloniser, mais parce que, et je repère, c'est ça l'ambiguïté, et je terminerai là-dessus, parce que ce sont parfois les colonisés qui ont demandé à être colonisés, qui ont imité le colonisateur, qui se sont mis dans les sillons, dans la foulée des colonisateurs. Ce n'est pas la France qui a imposé le français au peuple anglais. C'est le peuple anglais qui a voulu imiter les mœurs de l'aristocratie normande et qui a progressivement emprunté, tout comme ce n'est pas le français qui a imposé aux Algériens, pour ne pas parler des autres pays, de parler français ou d'employer des mots français. Ce sont eux qui les ont empruntés. Et ça change complètement le point de vue. Donc, nous avons là un phénomène qui se justifie par sa propre réussite, sa propre fascination, sa propre occupation, sa propre annexion, mais qui n'a pas à s'inscrire dans je ne sais quel cadre géographique, objectif, etc. Le XXe siècle a été le siècle de la déchéance des empires, de façon évidente. Déchéance de l'Empire ottoman, déchéance de l'Empire austro-hongrois, déchéance de l'Empire soviétique. Hein. Je ne parle pas uniquement des tsars, mais ensuite de l'Empire soviétique, à partir de 1989, etc. Déchéance de l'Empire colonial anglais, déchéance de l'Empire colonial français, etc. Et émergence d'un certain empire américain qui est en train de se développer et qui se trouve là en face de nous et dont on peut s'interroger. Est-ce que l'Amérique a vocation à être impériale? Probablement. Dans ce cas-là, nous avons une lutte entre les empires. Il ne s'agit pas d'une lutte entre les nations, ça ne veut rien dire, les nations. Ce sont des éléments féminins qui sont voués à s'inscrire dans des empires, qu'ils le veuillent et qui sont marqués par le magnétisme de ces entités, de ces noyaux impériaux. Et je vous dirais simplement que, effectivement, la puissance, pour employer une expression anglaise, de l'Empire, elle n'est pas forcément dure, elle peut être soft. Hein, c'est l'impérialisme soft. Et les exemples que je vais donner de l'imitation
des valeurs françaises, de la langue française, de l'architecture française, etc. C'est quelque chose qui est soft. Hein. C'est pas uniquement conquête territoriale ou annexion. Et puis alors il y a le cas de l'empire entre guillemets israélien qui n'arrive pas à résoudre ses problèmes, qui n'arrive pas à trouver de formulation depuis 1967. Ça veut dire quand même depuis plus de 50 ans. Et qui patauge dedans. Mais visiblement, est-ce qu'il est arrivé à... Est-ce que c'est un élément masculin qui est véritablement capable de polariser autour de lui un certain nombre d'autres États, d'autres populations, d'autres contrées? La question est là. On retombe dans la question de la fascination. Il y a des États masculins qui sont fascinants et qui pratiquent une forme de polygamie, si on veut, c'est-à-dire qui vont féconder autour d'eux toute une série d'autres États, qui leur seront des États vassaux. Et il y a certains cas où on se pose des questions sur leur avenir, comme Israël et comme les États-Unis. Bon, j'en dirai pas plus pour l'instant.